Bonjour, vous écoutez L'Écho Clicquot, le podcast sur le corps au féminin. Je suis Floriane, votre hôte. Vous entendrez ici des témoignages authentiques de femmes qui vous raconteront une expérience vécue dans leur corps. Les sujets que l'on abordera vous permettront de mieux comprendre votre corps et ses mécanismes, mais surtout, nous allons créer des liens entre femmes. En bref, ce podcast est une histoire de sororité. SOPK. C'est l'acronyme de syndrome des ovaires polykystiques. Donc c'est une maladie hormonale qui concerne au moins une femme sur 10 et qui est la première cause d'infertilité féminine. Donc c'est quand même très répandu. Pourtant, c'est une maladie qui est encore trop méconnue. Les femmes qui en sont atteintes mettent souvent des années à mettre un mot sur leur mot. Au vu de l'impact du SOPK sur la vie des femmes qui en sont atteintes et, comme je vous l'ai dit, de l'importance de cette maladie, de son étendue au sein de la population, je considère qu'il est urgent que ce syndrome soit mieux connu. C'est tout l'objectif de ce premier épisode dans lequel je vais vous raconter mon expérience du SOPK parce que je suis atteinte du SOPK, donc je répète, syndrome des ovaires polykystiques. Et donc cet épisode sera un petit peu spécial parce que c'est le premier, donc ce sera l'occasion de faire connaissance, de vous expliquer la genèse de ce podcast et puis de traiter d'un sujet qui me semble très important, qui est ce fameux SOPK. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, pour ma part, j'ai eu mes règles à 14 ans. Et c'est drôle parce que quand je me souviens de ce moment-là, j'étais hyper contente en fait parce que j'étais un petit peu en retard entre guillemets par rapport à mes copines. 14 ans, c'est pas tôt pour être réglée. Et j'avais hâte que ça arrive. Si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais pas eu autant hâte. Donc voilà, j'ai eu mes premières règles, mes premiers saignements à 14 ans, donc j'étais en classe de 3e. Et en fait, à partir de ces premiers saignements, j'ai commencé à saigner, et ça ne s'arrêtait pas. J'ai eu donc ces premiers saignements qui ne se sont jamais arrêtés. J'ai pas eu 5, 6, 7, 8, 10 jours, puis plus de saignements, puis j'avais pas de cycle en fait. Ça a commencé à saigner, ça ne s'est plus arrêté. Alors moi j'avais pas d'expérience en la matière, mais je savais que c'était censé être cyclique quand même. J'ai 2 grandes sœurs, des amis qui étaient passés par là et j'ai trouvé ça curieux et puis surtout très embêtant, très gênant. Au bout de quelques semaines, je dirais, j'en ai parlé à ma mère et elle m'a emmené voir mon médecin traitant, on en a parlé, je lui ai dit voilà, ça fait plusieurs semaines, j'arrête pas de saigner, c'était pas spécialement abondant à ce moment-là je pense, et elle me dit ah mais c'est normal, c'est le temps que ça se mette en place, c'est tes premières règles, donc il faut un petit peu de temps pour que ça s'installe, donc pas d'inquiétude, c'est normal. Et en fait, ces mots-là, c'est normal, ils ont été essentiels pour la suite de l'histoire, de l'aventure qui m'est arrivée, parce qu'à ce moment-là, un professionnel de santé me dit que c'est normal de saigner en continu. Et moi, j'intègre ça dans ma tête, quoi. Déjà que c'est un sujet hyper intime, on a 14 ans, on est en pleine adolescence, moi j'étais hyper pudique en plus à l'époque. C'était difficile déjà pour moi d'en avoir parlé une première fois. Je dirais pas que j'ai pas été écoutée, mais ça a été balayé d'un revers de main ce que j'avais à indiquer comme problématique, ce qui est quand même une problématique. Alors je tiens à le dire, c'est pas normal en fait de saigner en continu pendant plusieurs semaines, ce n'est pas normal et surtout c'est dangereux parce qu'on se vide de son sang. À partir de là, je me dis c'est normal et je ne dis plus rien. Donc je continue à saigner et il y a des jours pour lesquels mes saignements étaient extrêmement abondants. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs, donc j'étais au collège à ce moment-là, en plus la super période pour vivre tout ça, et j'ai des souvenirs d'être dans les vestiaires de sport pour se changer avant un cours de ping-pong. Alors moi j'avais toujours 300 000 serviettes hygiéniques, tampons sur moi. Je mettais toujours tampons plus serviettes hygiéniques, mais on continue tous les jours. Et donc j'ai le souvenir d'utiliser
dans les vestiaires avec une copine toutes mes serviettes hygiéniques. C'est-à-dire que j'en mettais une dans mon entrejambe, je la tenais avec ma main, en 4 secondes elle était remplie, je la jetais, elle m'en donnait une autre, j'en prenais une autre et je lui disais mais faut faire quelque chose, je vais pas pouvoir sortir de ce vestiaire. Et elle a fouillé dans tous les sacs à dos du vestiaire, donc de toutes mes petites camarades de classe, pour trouver des serviettes hygiéniques. On a dépouillé tout le monde de ces serviettes hygiéniques. Et à un moment, j'ai dit, faut que j'aille me vider en fait sur les toilettes. Enfin, je vais pas réussir à contenir ce flux. Et donc j'ai mis 3-4 serviettes hygiéniques, remis mon pantalon et j'ai couru aux toilettes. Et sur les toilettes, j'ai ce sentiment, ce souvenir d'un robinet ouvert, quoi. Un robinet qu'on ouvre et ça coule. C'est quand même inimaginable en fait. Et c'était des flux qui étaient très impressionnants. Et en fait maintenant avec le recul que j'ai, je me dis mais comment j'ai pu me dire que ça aussi c'était normal. En fait, c'était resté dans ma tête que c'était normal. Donc ces saignements ont duré comme ça pendant 6 mois. Donc c'était quotidien. Parfois c'était comme des fins de règles, pas hyper abondants, et parfois comme je vous le disais, c'était des flux d'une abondance extrême. Et j'étais pendant ces 6 mois très souvent malade, donc je retournais voir mon médecin traitant. Je ne lui reparlais pas de mes saignements et elle ne me posait pas non plus la question. Elle m'a pas demandé si ça s'était arrêté ou quoi. Et j'étais malade à répétition. Je pense que j'avais une rhinopharyngite, une grippe, bref, tout ce qu'on peut imaginer, au moins un par mois, quoi. Et je me sentais épuisée, quoi. Moi, j'habitais dans une maison avec un étage et ma chambre était à l'étage et je me souviens que j'avais du mal à monter les escaliers pour aller dans ma chambre. Il fallait que je fasse une pause au milieu des escaliers. J'étais dans un état physique déplorable. Je me souviens aussi qu'en cours de sport, j'avais des grandes difficultés à suivre le rythme. Je me sentais à bout de force. Donc au bout de 6 mois, j'ai une énième maladie, un rhume, une gastro, bref, peu importe. Je retourne voir du coup mon médecin traitant. Puis à ce moment-là, elle me dit « Oh, je trouve quand même que t'as une petite mine et puis t'es souvent malade. » Elle me prend la tension, j'étais à 8. Elle me dit « Bon, t'as une petite tension, tu vas aller faire une prise de sang. » Donc je vais faire une prise de sang et j'ai le souvenir qu'elle appelle chez moi et que c'est moi qui décroche au téléphone et qu'elle me dit « Floriane, prends des affaires et rends-toi tout de suite à l'hôpital. » Moi, je leur fais parvenir en urgence un courrier, ils t'attendent là-bas. Rends-toi aux urgences. Et là, je me dis, bon, il y a vraiment quelque chose qui va pas, en fait. Et donc, j'arrive à l'hôpital, je suis prise en charge, effectivement, au niveau des urgences. On m'explique que j'ai plus de sang, en fait. J'ai plus de sang dans le corps. Donc, à tout moment, mon cœur risque de lâcher. Je suis en danger de mort, en fait, à ce moment-là. Et que avec l'état de mon corps, n'importe quelle personne qui se retrouverait dans cet état de manière brutale décéderait, ferait un arrêt cardiaque. Que puisque ça avait été progressif, mon corps s'était habitué et avait emmagasiné, épuisé des forces autre part, mais que j'étais dans un état physique mortel avec un risque d'arrêt cardiaque à n'importe quel moment. Donc à ce moment-là, c'est le gros coup de massue pour moi, pour commencer. Et puis pour ma famille. Voilà, on s'attendait pas à ça. La veille, j'étais au collège et là, je me retrouve à être prise en charge en toute urgence. Et on me dit qu'à n'importe quel moment, mon cœur peut lâcher. Ça fait bizarre. Donc voilà, là, j'ai été hospitalisée, prise en charge par les médecins. Et là, moi, physiquement, je me suis écroulée, en fait. Tout ce que je tenais, mon corps qui puisait des réserves, je sais pas où, à ce moment-là, il s'est reposé, entre guillemets. Et voilà, j'ai lâché, quoi. J'ai lâché, donc j'avais plus de force, je mangeais plus, bref. Je vous passe les détails de cette hospitalisation. Ce qui se passe, c'est que on a essayé de stopper mes saignements. Donc on m'a fait prendre la pilule et ça n'a pas fonctionné. Mes saignements continuaient, donc j'ai été remise sur pied avec les traitements qu'on m'a donnés à l'hôpital, mais je continuais de saigner, donc le problème n'était pas réglé et j'ai continué à saigner finalement 3 mois après cette prise en charge. Donc en tout, j'ai saigné pendant 9 mois en continu. Donc à ce moment-là, moi je rencontre une gynécologue qui me prend en charge à l'hôpital, qui restera une professionnelle de santé avec qui j'ai toujours de très bonnes relations et qui m'a suivie pendant des années. Il y a tous les tests possibles et imaginables qui sont effectués sur moi. Je fais des tests, des prises de sang, je fais même une IRM. On me fait faire un bilan hormonal qui montre que c'est pas, c'est un petit peu la folie dans les hormones, mais on met ça sur le compte de l'adolescence et la puberté, quoi. Donc en fait, on ne trouve pas la cause de ces saignements.
Pendant des semaines et des semaines, on cherche, et les professionnels de santé, l'équipe médicale à l'hôpital me dit on ne sait pas ce que tu as, donc ça doit être psychologique. Alors ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et il y a seulement du coup ma gynéco dont je vous parlais, avec qui j'ai gardé très bon contact, qui m'a dit en toute transparence, elle m'a dit c'est n'importe quoi, dès qu'on ne trouve pas de toute façon, on met ça sur le compte du psychologique, comme ça nous arrange bien. Et donc il fallait malgré l'absence de diagnostic, il fallait faire cesser ces saignements pour que je puisse reprendre une vie somme toute normale. Et donc cette gynéco m'a proposé de me mettre sous ménopause artificielle par le biais d'un traitement qui est d'ordinaire proposé aux femmes qui sont atteintes d'un cancer de l'utérus. Et donc des femmes qu'on est vouées à opérer, et qu'il ne faut pas qu'elles aient de saignements pour pouvoir intervenir. Voilà, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc on me propose ce traitement qui est extrêmement lourd en termes d'hormones, mais j'accepte parce que pour le coup on me laisse vraiment le choix, mais j'accepte parce que il faut que ça s'arrête en fait. Enfin moi je n'en peux plus, de saigner. Donc on me donne 2 doses de ce traitement, une première dose pour 1 mois et une deuxième dose pour 3 mois. Et on me dit voilà, ça va peut-être laisser le temps à ton corps de se réguler, puis on verra après. Et en fait, donc ces 4 mois normalement de doses de ménopause artificielle ont duré chez moi 1 an et demi. Ça m'a créé une aménorrhée, donc une absence de règles pendant un an et demi. Donc j'ai eu mes premières nouvelles règles à 16 ans, je suis retournée voir ma gynéco qui m'a à ce moment-là donné la pilule. Et à ce moment-là, pour des raisons que j'ignore, la pilule a fonctionné sur moi, et donc j'avais plus de cycle naturel, plus de saignement en dehors de la période d'arrêt de la pilule d'1 semaine. Voilà, j'étais comme n'importe quelle jeune fille sous pilule, avec des cycles artificiels créés par la pilule un arrêt d'1 semaine après 21 jours avec des règles. Donc j'ai testé plusieurs pilules, ça a été un petit peu là pour le coup, je pense que tout le monde se reconnaîtra là-dedans. On teste plusieurs pilules avec des effets secondaires différents selon les pilules. Il y en a une qui m'a donné du cholestérol, il y en a une qui m'a fait perdre mes cheveux, il y en a une qui m'a fait avoir des sautes d'humeur. Et puis j'ai commencé à avoir de l'acné vers 17 ans, alors que mes copines avaient eu de l'acné plutôt vers leurs 12-13 ans, et moi je me disais que j'avais été épargnée. Et donc là j'ai commencé à avoir de l'acné pendant le test de ces différentes pilules en fait. Finalement je teste la pilule qui s'appelle Jasminelle, qui me correspond plutôt bien au niveau des effets secondaires et tout ça, enfin je la supporte assez bien, et surtout ça calme mon acné. Ça l'a fait même complètement disparaître. Alors c'était pas une acné, j'avais pas des gros kystes ou quoi, c'était plein de petits points en fait, plein de petits boutons, surtout au niveau du front. Donc voilà, là j'ai à peu près 18 ans quand je prends Jasminelle, et c'est une affaire qui roule, j'ai plus d'acné, pas d'effets secondaires. Bon, à ce moment-là, je m'inquiète pas plus que ça, je suis contente avec ma pilule. Vers 20 ans, j'arrête pour la première fois la pilule, puisque je n'en ai plus l'utilité au niveau de la fertilité. Je l'arrête pendant 8 mois. Pendant ces 8 mois, je n'ai pas eu de règles. Absence totale de règles, donc aménorrhée, et de l'acné. Et donc là, je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas mes règles? Je sais que ça peut mettre quelque temps à revenir après l'arrêt de la pilule, mais bon, quand même, là, 8 mois, c'est énorme. Bon, j'avais opéré un changement alimentaire, j'avais arrêté de manger de la viande à ce moment-là, donc ma gynéco me dit que c'était peut-être ça, enfin que je m'inquiète pas. Voilà, elle, ça l'a pas inquiété. Et bon, au bout d'un moment, au bout des fameux 8 mois, j'ai décidé de reprendre la pilule parce que j'avais de l'acné et que c'était pas agréable, j'aimais pas ma peau avec de l'acné, quoi. Donc je reprends la pilule et je commence à m'interroger, à me dire mais si quand j'arrête la pilule, j'ai pas de cycle, ça veut dire que je n'ovule pas naturellement. Donc ça veut dire que je ne pourrais pas avoir d'enfant. À ce moment-là, à 20 ans, je commence à m'interroger sur ma fertilité, mais c'est dans un coin de ma tête, mais c'est pas quelque chose qui me bouffe au quotidien. Je le place dans un coin de ma tête et je pense à autre chose. Je reprends ma pilule, je retrouve ma peau de bébé, très contente. J'arrête à nouveau la pilule 2 ans plus tard, à 22 ans donc, pour les mêmes raisons, parce que j'en avais plus l'utilité au niveau de la fertilité, et puis je voulais un petit peu me tester aussi, un petit peu tester ma peau. J'avais cette question quand même de mon absence d'ovulation qui me trottait un peu dans la tête, je voulais tester.
Donc cette fois-ci, j'ai arrêté la pilule 5 mois et c'était exactement la même chose, donc absence de règles et boutons. Donc je reprends la pilule et là je me sens prise au piège en fait. Je me dis mais en fait je vais pas m'en sortir parce que si quand j'arrête la pilule j'ai des boutons et que j'ai pas de cycle, je vais jamais vouloir arrêter la pilule. Et plus le temps passe, moins je me sens d'assumer une peau avec de l'acné en fait. Enfin, là j'ai 22 ans, je reprends la pilule parce que je supporte plus ces boutons, mais quand j'aurai 24 ans, que je serai du coup hyper vieille, que je travaillerai ou quoi, enfin comment j'assumerai ces boutons-là. Donc je me sentais vraiment prise dans un cercle vicieux duquel j'arrivais pas à me sortir. Ma gynéco commençait un petit peu à me dire bon bah la pilule c'est bien hein, mais faut pas la prendre trop longtemps. Donc vers 25 ans, elle continue, ma gynéco, son discours un peu alarmiste sur la pilule, avec lequel pour le coup je suis plutôt d'accord. Et elle me parle du stérilet. J'étais dans une relation de couple stable établie depuis plusieurs années. Le stérilet, c'était la meilleure solution, on va dire. Mais j'avais peur, en fait. J'avais peur d'arrêter la pilule. Je me disais, mais qu'est-ce qui va en être de ma peau? J'ai 25 ans. Je vais pas avoir de l'acné de partout. J'arrivais pas à arrêter, quoi. Et puis bon, à un moment, je me décide. Donc à ce moment-là, j'avais 26 ans. J'arrête ma pilule. Je me dis cette fois-ci je vais supporter l'acné, ça va être une phase, j'avais vu ça chez plusieurs copines à moi, ça va durer quelques mois, c'est le temps que mon corps élimine les hormones, enfin je savais pas trop l'expliquer, mais puis après j'aurai plus de boutons, je retrouverai ma peau et je serai sortie de ce cercle vicieux de la pilule. Donc je me fais poser un stérilet. Sans surprise, j'ai de l'acné qui arrive et je prends quelques kilos, ce que je trouve un peu curieux. Alors moi je suis de nature fine, c'est pas une catastrophe, mais j'avais plutôt ouï dire qu'avec l'arrêt de la pilule, on perdait du poids plutôt qu'en prendre. Bon, moi je prends quelques kilos et la peau qui commence petit à petit à bourgeonner de tous les côtés, le front, puis les joues, puis le menton, enfin c'était difficile mais je supporte. Et puis surtout, pas de règles. Il y a 9 mois qui passent, j'avais la peau dans un état catastrophique et puis j'avais toujours pas mes règles. À ce moment-là, j'ai du coup 27 ans et je commence à paniquer. Un soir, dans mon lit, en réfléchissant, je commence à paniquer. Je me dis, mais en fait, j'ai un problème, j'ai une maladie. Il y a quelque chose qui fonctionne pas chez moi. Et je réfléchis, je me dis, dans ma vie, je n'ai certainement ovulé que 1 ou 2 fois. Puisque quand j'avais 14 ans que j'avais mes règles en continu, du coup je pense que je n'ovulais pas pendant tout ce temps-là. Et puis après, donc j'ai dû ovuler une première fois, ce qui a déclenché mes premières règles, puis une deuxième fois après cette fameuse ménopause artificielle, et puis c'est tout en fait. Mon corps ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Je suis stérile, je n'aurai jamais d'enfant, j'ai certainement une maladie grave, alors je commence à regarder sur internet, je vois des sujets sur différents types de cancers, enfin bien évidemment je ne dois pas faire regarder sur internet. Et puis je panique quoi. Donc je prends un rendez-vous en urgence sur Doctolib dans un centre de santé et cette gynéco que je vais voir, ça se passe très mal. Moi je lui demande une échographie, elle refuse. Elle me dit je veux pas vous faire d'échographie, faut faire un bilan qui passe par une prise d'hormones qui s'appelle le Dufaston. Donc vous prenez ces hormones là, on voit si ça vous déclenche vos règles ou pas et après on fait une échographie. Je lui dis mais moi je veux que vous me fassiez une échographie maintenant, je veux que vous regardiez s'il y a un problème ou pas. Elle refuse. Donc elle me donne l'ordonnance pour prendre ces hormones là, le Dufaston. Je déchire l'ordonnance, je m'en vais et je me dis c'est pas possible, je ne suis pas écoutée en fait. À ce moment-là, je vais voir une acupunctrice à Paris. Je vais donner son nom parce que je la trouve géniale. Elle s'appelle Élise Bogossian. Donc je vais la voir parce qu'une copine m'avait parlé d'elle, m'avait dit que sa sœur avait eu son retour de règles grâce à cette acupunctrice. Donc je vais la voir, je lui explique ce que j'ai, elle travaille sur des points et elle me dit je pense que vous avez des ovaires polykystiques. Faut savoir qu'à ce moment-là, c'est la première fois que j'entends ces mots-là, c'est la première fois que quelqu'un m'en parle. Alors que j'ai 27 ans, ça fait 13 ans que c'est catastrophique quoi au niveau de mes cycles. Et qu'elle est acupunctrice, qu'elle ne m'a pas fait d'échographie, qu'elle n'est pas gynécologue, ni endocrinologue, enfin. Et elle me dit, il faudrait que vous vous fassiez diagnostiquer, et après on pourrait faire un travail ensemble plus ciblé pour que je sois sûre que c'est bien de ça dont on parle.
Donc, je vais voir un médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie à Paris. Donc ça, voilà, ça existe aussi. Si on n'a pas de bon contact avec des gynécologues, on peut aller voir un médecin généraliste qui a une spécialité en gynécologie. Donc en plus, elle exerce en centre de santé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire et je vous donnerai son contact. Et elle accepte. Alors elle me dit effectivement, quand il y a une aménorrhée, donc une absence de règles comme ça, la procédure classique, c'est de passer par la prise d'hormones, donc le fameux Dufaston, puis de faire des analyses de sang et une écho. Je lui dis mais moi je ne veux pas prendre ce fameux Dufaston, je veux d'abord faire les analyses. Et elle accepte, alors que c'est pas le protocole entre guillemets. Donc elle me fait une ordonnance pour une prise de sang et pour une échographie. Je fais cette échographie et là la personne qui me fait l'échographie me dit ah oui c'est évident là vous avez des ovaires polykystiques. Ça coule de source, donc elle me montre sur l'image, puis elle imprime vraiment des clichés qui sont très précis. C'est un super centre d'échographie au niveau de Saint-Michel, je crois, dans le 5e à Paris. Et en fait, j'avais les ovaires donc gonflés, donc plus gros que des ovaires classiques, et remplis de follicules. Alors, elle m'explique que ce ne sont pas des kystes. Le nom ovaire polykystique, c'est un nom trompeur. On ne parle pas de kystes, mais on parle de follicules. Donc les follicules, ce que je comprends, ce sont en fait des futurs ovules. Donc c'est les ovaires qui créent des follicules. Ensuite, il y a un de ces follicules qui va être expulsé par les ovaires, un par mois, qui va être celui qui sera arrivé à maturation le plus rapidement, qui va être expulsé et qui va se transformer en ovule à partir du moment où il sort de l'ovaire, ça devient un ovule et qui va possiblement être fécondé et qui enclenche en fait tout le cycle menstruel. Avec le mécanisme d'hormones qui se met en place avec la sortie de l'ovule, etc., etc. Donc moi, en fait, je n'ai aucun follicule qui n'arrive à maturation, et donc mes ovaires continuent d'en produire, mais comme il y en a pas un qui sort chaque mois, il y en a plein, et ça fait gonfler les ovaires, et il y en a aucun qui arrive à maturation et aucun qui sort. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'ovulation, donc pas de règles. Elle voit ça à ce moment-là. Je fais une prise de sang pour mesurer mes taux d'hormones. Pareil, ça apparaît de manière évidente que j'ai un taux de testostérone, donc l'hormone masculine, qui est plus important que la norme. Et donc voilà, ces deux facteurs-là mis bout à bout, c'est un signe de SOPK. Donc à ce moment-là, je retourne voir ma fameuse médecin généraliste qui me dit ok, donc là maintenant, c'est quasiment sûr que c'est ça, que c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Prenez le fameux Dufaston, c'est la dernière étape en fait pour le diagnostic, et puis on verra après si ça vous a déclenché vos règles ou pas. Si ça les déclenche, d'après ce que je comprends, c'est que c'est confirmé, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Mais bon, pour moi, il y avait quand même pas de doute. J'avais tous les signes cliniques sans prendre ce fameux Dufaston. Donc je le prends, ce fameux Dufaston, ça me provoque des saignements, de très importants saignements. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs, du coup. Au bout d'un moment, ça passe. Je fais ma nouvelle analyse sanguine et ça confirme que j'ai le fameux SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Donc là, j'ai un diagnostic qui est posé, enfin, donc j'ai 27 ans, ça fait 13 ans que je souffre de ça. Voilà, j'ai mon diagnostic qui est posé. Et maintenant, la question, c'est tout d'abord de bien comprendre ce que ça veut dire, ce que ça implique dans mon corps. Moi, j'avais envie de comprendre, pas simplement qu'on me dise t'as un syndrome des ovaires polykystiques, ça te crée de l'acné et t'as pas de règles. J'avais envie d'en savoir plus et puis savoir quoi faire en fait. Maintenant qu'on a dit ça, on fait quoi? Donc cette médecin-là, elle me propose de reprendre la pilule. Elle m'explique que j'ai un dérèglement hormonal, le syndrome des ovaires polykystiques, je comprends que c'est un dérèglement hormonal et que la pilule va me permettre de réguler un peu mes hormones et donc notamment mon acné, parce que moi, mon problème principal c'était mon acné, et puis je commence à me poser des questions aussi sur ma fertilité. Donc je retourne voir ma gynécologue de toujours, qui me dit que effectivement j'ai des ovaires polykystiques, mais que pour elle c'est plutôt des ovaires multifolliculaires, pas des ovaires polykystiques. Donc là je comprends rien, enfin je sais pas quelle est la différence. Et puis elle me dit de pas m'inquiéter, que c'est pas grave, que puisque je veux pas d'enfant pour l'instant, elle ne m'en avait pas parlé pour l'instant.
Et donc là, je me sens un petit peu trahie, puisque je comprends que pour elle, c'était évident depuis de nombreuses années que j'avais des ovaires dysfonctionnels et puis qu'elle m'en avait jamais parlé. Alors je comprends son point de vue, puisque bon, il n'y avait pas de raison de m'en parler entre guillemets, puisque le problème numéro 1 de ces ovaires-là, c'est un problème d'infertilité, mais bon, il y a quand même une information sur mon état de santé qui m'a été occultée, donc je le vis mal. Elle me dit effectivement qu'il faudrait pas attendre trop longtemps, qu'à partir de 30 ans, on est de moins en moins fertile, et puis que moi d'autant plus quoi. Donc là, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse en fait. Je comprends pas si je vais pouvoir un jour avoir un enfant ou non. La question se pose pas tout de suite. On n'a pas de projet bébé à ce moment-là avec mon compagnon. Mais j'ai envie de savoir ce qu'il en est en fait. Enfin, est-ce que je reprends la pilule ou pas ? Est-ce que si je reprends la pilule, ça va retarder ou empêcher encore plus une éventuelle fertilité ? Est-ce que si je reprends la pilule, tout le chemin que j'ai déjà fait avec mon acné, je devrais le refaire en fait ? Ou est-ce que ma peau, elle restera comme ça, en fait, ad vitam aeternam si je reprends pas la pilule, et le fait de prendre la pilule, ça calme l'acné, et puis dès que je l'arrête, ça revient, mais qu'en fait, ça sert à rien que je l'arrête longtemps parce que c'est juste des mois en plus de souffrance, on va dire, au niveau de la peau. Je ne sais pas et je ne comprends pas. Donc je décide d'aller voir 2 autres gynécologues qui me sont recommandés donc à Paris par des proches, et là on me dit 2 choses complètement différentes. Donc une première gynécologue me dit que en fait chaque fois que je n'ovule pas, que je devrais ovuler mais que je n'ovule pas à cause de mon syndrome des ovaires polykystiques, mes ovaires s'abîment. Alors, je ne comprends absolument pas la logique. Je n'ai jamais réentendu ça depuis. Je pense pouvoir dire aujourd'hui, alors que j'ai plus de recul et d'informations, que c'est faux. Alors, je suis pas professionnelle de santé, mais c'est n'importe quoi de m'avoir dit ça. Que mes ovaires s'abîmaient à chaque fois que je n'ovulais pas. Que il fallait du coup que soit que je reprenne la pilule tout de suite pour stopper ça, pour stopper ce phénomène-là, soit que je fasse un bébé, mais rapidement, parce que dans tous les cas, j'étais en train d'abîmer mes ovaires et c'était quasiment foutu dès maintenant pour un jour espérer avoir un enfant. Donc je sors de là anéantie. Elle me dit si vous voulez des enfants, il faut s'y mettre avant 30 ans. À ce moment-là, j'ai 27 ans. Donc 30 ans, c'est demain, quoi. Donc je ressors de là, mais vraiment anéantie. Je ne comprends rien, je comprends pas ce fameux phénomène de syndrome des ovaires polykystiques, et je ne sais pas quoi faire. Donc voilà, pendant ce temps-là, je n'ovule toujours pas. Enfin, j'ai toujours pas de règles et j'ai toujours mon acné. Je vais voir donc une autre gynécologue qui, elle, me dit tout le contraire, qui me dit que le fait que je n'ovule pas, ça préserve ma réserve ovarienne, en fait, puisque on est avec une certaine réserve ovarienne. Alors je dis n'importe quoi, 10 000 follicules. Notre corps est prévu dès la naissance pour créer, on va dire, 10 000 follicules. Et ces cartouches-là, je les utilise pas, en fait. Alors que à mon âge, il y a certaines femmes qui en ont utilisé une par mois depuis qu'elles sont réglées, quoi. Donc voilà, elle me dit qu'au contraire, pour elle, voilà, il y aurait pas de raison que mes ovaires s'abîment ou quoi que ce soit. Par contre, effectivement, que je n'ovule pas naturellement, donc que j'aurais besoin de passer par le biais d'une aide à la procréation. Et elle me dit que la pilule peut être nocive, qu'on sait pas trop, qu'on n'a pas assez de recul, que si je veux la reprendre, c'est uniquement pour l'acné, mais bon, que c'est pas terrible de la reprendre. Donc à ce moment-là, moi je suis complètement perdue. Ça crée une petite crise aussi dans mon couple parce que il y a pas de projet de bébé, mais moi je me dis si il faut s'y mettre maintenant, parce qu'il faut s'y mettre avant 30 ans. Donc voilà, c'est un peu le bazar dans ma tête. Je vais voir une endocrinologue qui m'explique à ce moment-là mieux comment ça fonctionne. Donc là, je comprends mieux ce qui se passe. Et elle me fait faire un bilan endocrinologue, un bilan du coup de mes hormones. Donc l'endocrinologue, c'est un médecin des hormones, un petit peu plus poussé pour être certain que, déjà pour éliminer d'autres causes des symptômes que j'ai, de l'acné et de l'aménorrhée principalement. Donc ça élimine ces autres causes-là. Je crois que ça peut être aussi lié à la thyroïde. Je me souviens plus à quoi d'autre, mais enfin ces causes-là sont éliminées.
Et elle confirme avec ce bilan hormonal que c'est bien un syndrome des ovaires polykystiques. Et donc elle m'explique un petit peu plus comment ça se passe. Alors je ne voudrais pas commettre d'impair et mal expliquer les choses, donc je vais vous lire en fait une description que j'ai trouvée sur le site de l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Donc le syndrome des ovaires polykystiques est dû à un dérèglement hormonal d'origine ovarienne et ou centrale, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Il entraîne une production excessive d'androgènes et en particulier de testostérone, habituellement produite en petite quantité dans l'organisme féminin. Il en résulte une élévation du taux de testostérone dans le sang des femmes concernées. Le nom de cette maladie vient de sa description, effectuée dans les années 30, reposant sur l'observation de ce que l'on pensait être des kystes dans les ovaires des patientes. En réalité, il s'agit de multitudes de follicules au développement inachevé. Donc, fin de la citation. Les ovaires produisent des follicules, comme je vous le disais, et chez moi et chez les femmes qui sont atteintes du SOPK, le mécanisme hormonal est défaillant et donc il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de follicules qui arrivent à maturation. Donc c'est causé par un souci hormonal à l'origine, d'après ce que moi je comprends. Et donc il y a tout un ensemble de symptômes de ce syndrome des ovaires polykystiques. Et en résumé, les symptômes principaux, ce sont des règles irrégulières ou totalement absentes. Et donc ça entraîne une infertilité ou des problèmes de fertilité. Un hirsutisme, en fait, ce sont des poils en grande quantité. Ce sont des signes un peu physiques masculins, avec l'excès de testostérone. Alors moi, j'ai pas eu de souci de pilosité, mais il y a beaucoup de femmes atteintes du SOPK qui ont ce problème-là. De l'acné. Ça, l'acné, je crois que personne n'y échappe. Et une difficulté au niveau du poids. Donc, une prise de poids ou une difficulté à perdre du poids. Ce qui explique, je pense, que moi, j'ai pris quelques kilos en arrêtant la pilule. Donc, ça peut être un enfer, en fait. Alors, il y a aussi d'autres symptômes qui peuvent être présents. Une chute de cheveux, des apnées du sommeil, des migraines, des taches foncées sur la peau, de l'anxiété, de la dépression, etc., etc. Selon les femmes, selon comment leur corps réagit, selon le degré aussi de dérèglement hormonal, il y a des symptômes qui sont plus ou moins importants. Donc moi, mon SOPK, il est assez mesuré parce que je n'ai eu que, entre guillemets, une aménorrhée et de l'acné. Mais il y a des femmes qui vivent un réel enfer et qui ne savent pas pourquoi, qui ne savent pas à quoi c'est dû. Je tiens à le préciser. Et puis, alors ça, c'est quelque chose qui est un peu plus inconnu. Moi, on m'en a jamais parlé. Les professionnels de santé m'en ont jamais parlé. Les femmes qui sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques sont plus sujettes à développer du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et un cancer de l'endomètre. Donc c'est quand même conséquent sur la vie d'une femme et je pense qu'il faut le savoir. C'est tout l'objectif aussi de ce podcast et de cet épisode. Si on est atteinte de ce SOPK et qu'on sait dès le début qu'on est plus sujette à développer ces maladies-là, peut-être qu'on peut en amont, en fait, faire attention, être précautionneuse, notamment au niveau de son hygiène de vie. Voilà. Alors, l'origine du SOPK est inconnue, en fait, à ce jour par la science. Il y aurait des facteurs génétiques, des facteurs épigénétique, donc c'est la modification des gènes au cours de la vie, que ça soit in utero ou après. Et puis, il y a des facteurs environnementaux qui sont envisagés. Donc, il y a des recherches scientifiques qui sont en cours, notamment aux États-Unis, pour analyser et pour rechercher justement la cause, l'origine de ce SOPK. Personnellement, je suis convaincue que le facteur environnemental est prépondérant, et notamment l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Voilà. Mais ce n'est que ma conviction. Mais je la partage quand même. Donc voilà, j'en suis là, je comprends un petit peu plus comment fonctionne le SOPK, je comprends ce qui se passe dans mon corps. Il me reste la question de savoir quoi faire. Donc je décide d'aller voir un professeur spécialisé en fertilité à Paris, toujours, parce qu'à ce moment-là, donc j'habite à Paris, vous l'aurez compris, c'est le professeur Oliven. Donc je vais le voir et là il me rassure énormément. Il m'explique en gros que lui il fait que ça de l'infertilité et que les femmes comme moi, donc avec mon souci, ce sont ces cas les plus simples à régler pour lui au niveau de la PMA quoi. Enfin voilà, c'est des femmes qui ont besoin d'un coup de pouce au niveau hormonal mais qu'après ça fonctionne. C'est des femmes qui sont capables d'ovuler en fait. Elles ont besoin, donc on a besoin
d'un coup de pouce de la science et de la médecine pour faire sortir un follicule, mais que notre corps est fonctionnel, est capable d'ovuler et est capable de porter une grossesse. Donc, que j'ai pas d'inquiétude à me faire, que le jour où je voudrais avoir un enfant, je reviens le voir. On fait un petit parcours de PMA très simple. Il m'explique, mais vraiment en détail, comment ça se passerait, hypothétiquement, le jour où je voudrais entamer un parcours de procréation. Et il me dit, voilà, c'est sûr, et on arrivera à vous faire tomber enceinte et vous aurez un enfant. Et donc je lui dis, est-ce qu'il faut que je fasse ça tout de suite avant mes 30 ans? Et il me dit, mais non, mais pas du tout. Vous n'arriverez pas à péremption plus tôt que les autres femmes. C'est-à-dire que votre corps est même le contraire. Donc là, il me confirme un petit peu ce qu'on m'a expliqué. Vous avez une réserve ovarienne qui est très bonne, donc il n'y a aucun souci. Revenez me voir à 35 ans si vous voulez. Il y aura pas de problème, on arrivera à vous faire tomber enceinte. Donc là, j'ai toutes les clés en main. Je sens que j'ai toutes les clés en main et je me sens soulagée. Il faut savoir que là, il s'est passé, depuis le début de mon diagnostic, plus de 6 mois. Donc c'est long pour avoir toutes les clés en main quand même, c'est fastidieux. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'en gros, mon syndrome des ovaires polykystiques, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux pour la santé. Donc j'ai pas à le soigner. En fait, la seule problématique, ce sont les conséquences de ce syndrome, donc les symptômes de syndrome, qui peuvent me poser problème. Donc l'aménorrhée, l'absence de règles, si je veux avoir un enfant, ça pose problème. Et l'acné, au niveau esthétique, ça me pose problème. Donc on peut travailler sur ces symptômes, si ça me dérange, mais en soi, il n'y a pas à chercher à soigner ce SOPK. D'ailleurs, ça n'existe pas, on ne peut pas le soigner. Seulement les symptômes de manière individuelle peuvent être traités. Mais on ne peut pas soigner le SOPK, on ne peut pas l'éradiquer. Voilà. Donc ça, c'est ce que je comprends. Ce que je comprends également, c'est qu'une bonne hygiène de vie peut contribuer à amoindrir ces symptômes. Et je comprends que moi, ma bonne hygiène de vie participe au fait que je n'ai que, entre guillemets, des symptômes qui soient l'acné et l'aménorrhée. Et même à ce moment-là, je commence à voir que mon acné diminue. Il y aura un épisode d'Éco-Clicot sur l'acné, voilà, qui sera réservé à cette thématique-là. Donc j'aurai une invitée qui pourra en parler mieux que moi. Donc je ne m'étends pas en fait sur ce sujet-là, mais ne vous inquiétez pas si ça vous intéresse, ça viendra. Donc voilà, ma peau commence à aller un petit peu mieux, et puis je comprends que c'est pas grave en fait. Et je lâche prise, et ça fait du bien. Bon, au bout d'un moment, je me dis, qu'est-ce que je fais par rapport à la pilule? Est-ce que je la reprends? Est-ce que je la reprends pas? Je décide de reprendre la pilule, de me faire enlever mon stérilet pour pouvoir reprendre la pilule, parce que voilà, j'en ai vraiment marre de ces problèmes d'acné. Même si ça commence à aller un peu mieux, je suis fatiguée. Ça fait 1 an et demi que j'ai de l'acné, je suis fatiguée. Donc, ma gynéco m'enlève mon stérilet, me donne mon ordonnance pour la pilule, mais avant de me laisser repartir, elle me fait un sermon sur la pilule. Et elle me dit quelque chose qui fait sens en moi. Elle me dit, mais en fait, tu te rends compte que la pilule, là, tu l'as prise pendant plus de 10 ans dans ta vie. On n'a pas de recul, en fait, sur une prise de pilule prolongée comme ça. On n'a pas encore de recul sur les générations, ta génération qui prend la pilule 15-20 ans, sur ce qui se passe après, quelles sont les conséquences sur le corps. C'est quand même très, très invasif au niveau du corps. Elle me dit, c'est un médicament, tu prends un médicament qui a pour but d'arrêter le fonctionnement, de stopper le fonctionnement d'un de tes organes. Ça peut sembler naïf, idiot de ma part, mais j'avais jamais vu les choses comme ça en fait. Elle me dit, imagine si tu prenais un médicament pour arrêter le fonctionnement de tes poumons, pour arrêter le fonctionnement de ton cœur. Et elle me dit, tu vas faire tout ça pour un problème de peau, d'acné. Alors je comprends que ça soit difficile, etc., etc., mais ton problème de peau, vois pour l'amoindrir avec quelqu'un qui est spécialisé dans la peau, avec un dermatologue, plutôt que de prendre un médicament que tu ingères par la bouche, qui va passer dans ton sang, dans tout ton corps, pour seulement un problème localisé au niveau de la peau de ton visage, et qui va avoir des conséquences sur tout ton corps, voilà, que pour ça, entre guillemets. Elle me dit, moi je suis pas dermatologue, je suis gynécologue. Donc bon, c'était assez dur à entendre, j'étais un peu perdue, je savais pas quoi faire, j'en avais marre de tout ça, j'avais envie que ça s'arrête. Et j'ai décidé de pas reprendre la pilule tout de suite. Voilà, de laisser un peu de temps. Parce que je lui ai dit, mais là ça fait 1 an et demi que j'ai pas mes règles. Elle me dit, mais c'est pas grave, c'est pas si long que ça, 1 an et demi. Ça va revenir, elle m'a dit.
Et au miracle, pour la première fois, donc depuis 1 an et demi, quelques jours après ce rendez-vous chez ma gynéco, j'ai eu mes règles. Donc ça, on était début 2019, janvier 2019, et depuis donc toute l'année 2019, j'ai eu des cycles. Alors j'ai eu des cycles très irréguliers, entre 30 et 60 jours, voilà, globalement, mais j'ai eu des cycles. Donc j'ai l'impression, en fait, alors je sais pas si c'est mon hygiène de vie, je sais pas si c'est le temps qui passe, je pourrais pas vous dire, mais j'ai eu l'impression que mon dérèglement hormonal, en fait, s'amoindrissait, tout simplement, et me laissait l'opportunité maintenant d'avoir des règles, en fait, d'avoir des cycles, parce que peu importe les règles, c'est des cycles, que mon appareil reproducteur fonctionne, en fait. Et ça, c'était magique, en fait, c'est de sentir ces cycles-là, c'était magique. Et forcément, du coup, parce que ça va de pair, ma peau a commencé à aller mieux, de mieux en mieux, jusqu'à ce que je puisse dire que j'avais plus d'acné, quoi. Donc ça, c'était quand même phénoménal. Et puis, cerise sur le gâteau, je suis tombée enceinte. Voilà, je suis tombée enceinte et j'ai donné naissance à une petite fille le 4 septembre 2020 de cette année. Voilà. Donc finalement, pour moi, tout s'est bien passé à la fin, en fait. La conclusion, elle est belle. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, je tiens à le préciser, mais je pense, avec le recul et avec mon expérience, que la pilule n'aide pas. Je pense que quand on a un syndrome des ovaires polykystiques, on a un dérèglement hormonal et qu'on vient encore plus mettre le bazar dans tout ce système hormonal avec la prise de la pilule. Voilà. Je le dis parce que pendant 1 an et demi, c'était la catastrophe, ça partait dans tous les sens chez moi au niveau hormonal, et puis petit à petit, ça s'est quand même remis en place. Alors, je n'ai pas fait de nouvelles analyses quant au SOPK depuis lors. Je suis quasiment persuadée que j'ai encore ce syndrome des ovaires polykystiques et que quand j'aurai mon retour de couche, que j'aurai des cycles irréguliers. Alors pendant ma grossesse, j'ai eu un petit retour d'acné, voilà, je pense que c'est lié. Depuis que j'ai accouché, ça va à nouveau mieux, j'ai plus d'acné. Je pense que la pilule n'aide pas. Alors peut-être que c'est une bonne solution au début, quand on est adolescente, quand on en a besoin au niveau de la contraception, tout simplement. Mais voilà, mon conseil pour les femmes qui sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, ce serait pas de taire en fait ce SOPK avec la pilule, parce que je pense que c'est reculer pour mieux sauter. Je pense que ça retarde en fait le moment où ça ira mieux. Quand même, si je fais un petit bilan de tout ça, de mon expérience, j'ai trouvé que c'était compliqué de se faire diagnostiquer. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de cohérence au niveau du discours des professionnels de santé. J'ai trouvé que c'était difficile en fait au niveau de l'accompagnement, qu'il n'y avait pas d'accompagnement global, que c'était à moi d'aller chercher les réponses auprès de tel professionnel, qu'il y avait un manque de connaissances au niveau des professionnels de santé du SOPK. On m'en avait jamais parlé avant mes 27 ans, quoi. Quand même, c'est grave, je trouve. Et surtout, les réponses, j'ai dû moi-même aller les chercher et on m'a donné des réponses différentes. Personne ne savait vraiment, j'ai l'impression. Et puis ce que j'ai vécu quand j'avais 14 ans, bien évidemment que c'est ça, bien évidemment que c'est le SOPK. Je l'ai confirmé en écoutant un épisode du podcast qui s'appelle La Menstruelle, c'est l'épisode 16. Une femme qui parle du coup de son syndrome des ovaires polykystiques et qui indique que quand elle a eu ses règles, pour la première fois, quand elle a été réglée à l'adolescence, elle a saigné en continu pendant de nombreux mois. Et là, je me suis dit, mais bien sûr, tout est lié, en fait. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a ces symptômes-là, ou qui a eu ces symptômes-là, qui n'est pas encore diagnostiqué, ou si vous-même vous avez ces symptômes-là, dirigez-vous vers le SOPK. Voilà, c'est pas assez connu, mais c'est tellement fréquent. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi c'est si fréquent. Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, persuadée que les perturbateurs endocriniens, ils sont pour quelque chose. Donc, ça fait réfléchir sur notre exposition à ces perturbateurs. Je tente de m'exposer le moins possible et d'exposer ma fille aussi le moins possible pour... j'espère qu'elle ne développera pas ce SOPK ou une autre maladie endocrino. Puis voilà, je pense qu'une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie au niveau de l'alimentation et au niveau de cette exposition aux perturbateurs endocriniens est essentielle pour les femmes atteintes de SOPK, pour les enfants qui développeront peut-être ce SOPK, et puis pour tout le monde en général. Donc ça passe par une bonne alimentation, par
une activité physique et puis ne pas s'exposer à toutes ces cochonneries, donc que ça soit dans les cosmétiques, dans les plastiques des bouteilles d'eau, les aérosols, consommer le plus possible bio, voilà, c'est des évidences que je dis là, mais je pense que c'est essentiel et qu'il faut prendre ça en compte, il faut pas le négliger. Et puis je me demande voilà ce qui m'attend pour l'avenir, si j'ai une nouvelle grossesse un jour qui est souhaitée, est-ce qu'elle pourrait être spontanée comme la première? Je ne sais pas, j'ai pas encore toutes les réponses. Et ce que je voulais dire aussi, si vous êtes atteinte de SOPK et que vous envisagez une grossesse, j'ai lu en préparant cet épisode de podcast qu'il y avait un risque accru de diabète gestationnel lorsqu'on était atteinte de SOPK. Effectivement, moi pendant la grossesse, j'ai développé du diabète gestationnel et je pense que j'aurais aimé le savoir avant, peut-être que j'aurais pu faire attention dès le début de ma grossesse et que je n'aurais pas développé ce diabète si j'avais fait attention au sucre et aux glucides en général dès le début de ma grossesse, si j'avais su qu'il y avait un lien. Voilà pour le SOPK. Je voulais du coup faire un lien avec la genèse de ce podcast parce que voilà, dans le cadre de tout ce parcours compliqué dans lequel je me suis sentie seule, je me suis sentie très seule, j'avais l'impression d'être la seule au monde à être atteinte de ça, alors que c'est une femme sur 10 quand même, au moins une femme sur 10. Et je me suis dit, toutes les informations que j'ai collectées, je voudrais que ça soit transmis en fait, moi j'aurais aimé avoir ces informations-là avant, savoir que c'était si fréquent que ça, savoir comment faire pour me faire diagnostiquer, savoir quels sont les symptômes, enfin j'aurais aimé être informée avant. Je me suis dit, il faut que je partage ça. Et puis j'en ai parlé avec mes amis, avec mes sœurs, et je me suis rendu compte que tout autour de moi avait une expérience corporelle qui avait été difficile ou compliquée, et qu'elles s'étaient senties elles aussi seules, qu'elles avaient tâtonné, alors que si elles avaient été accompagnées, si elles avaient eu les informations nécessaires, si on communiquait plus entre nous, les femmes, si on avait un média et un moyen de communication qui nous donne plus d'informations, on pourrait se tenir par les mains, s'épauler, s'échanger des informations et tout serait tellement plus simple. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer ce podcast, pour générer de l'information, de la sororité, pour qu'on s'entraide, pour qu'on connaisse mieux notre corps féminin qui est si beau, mais parfois si compliqué, pour qu'on l'aime aussi ce corps. Voilà la genèse de ce podcast. Pour finir, si vous êtes concerné par le SOPK de près ou de loin, je voulais vous faire quelques petites recommandations. Donc déjà, il y a une association qui s'appelle ESPOPK, donc ESPOPK. Sur leur site internet, il y a plusieurs témoignages de femmes atteintes de SOPK et il y a un forum qui traite de différentes thématiques autour de ce sujet. Donc, comme je vous le disais également, je vous recommande l'épisode 16 du podcast La Menstruelle. Et il y a également un épisode de France Culture, c'est le podcast Révolution médicale, qui s'appelle Les ovaires polykystiques. Savez-vous que près de 10% des femmes présentent ce syndrome? Alors, c'est un épisode de podcast qui date de 2015, mais il me semble très intéressant. C'est plutôt sur la partie technique. Je vous mettrai tout ça, bien évidemment, dans les notes du podcast. Enfin, je voulais vous dire que pour la suite des épisodes des Coquelicots, j'interviewerai à chaque épisode une femme sur une thématique qui lui est propre, qui la concerne, dont elle pourra parler et sur laquelle elle pourra partager et vous apporter des informations. Donc ce premier épisode est une exception puisque c'était un monologue. Ce ne sera pas le cas pour les épisodes suivants. Et des thématiques très intéressantes et très variées vous attendent. Merci d'avoir écouté cet épisode des Coquelicots. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est certainement qu'il vous a plu. Alors, pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux sociaux, mais aussi mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute et même me laisser un commentaire. Et pourquoi pas envoyer l'épisode à 1 ou 2 personnes qui pourraient être intéressées. Venez également me suivre sur Instagram @lescoquelicots.podcast et n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode des Coquelicots. D'ici là, prenez soin de vous.